Bonsoir, Monsieur Patient Saïd. Bonsoir, Monsieur Eddy. La République démocratique du Congo, c'est d'elle que l'on va parler pendant cet entretien qui nous prendra le temps que ça prendra. Lula, pour le Brésil, a prévu qu'il fallait ajouter un plat dans le quotidien de chaque Brésilien. C'était cela, sa campagne, mais qui impliquait plusieurs choses pour que dans l'assiette du Brésilien s'ajoute un plat. Vous êtes citoyen de la République démocratique du Congo. Vous avez dit il y a peu que vous vous intéressez à la gouvernance de la République. Quand vous regardez la République pour le moment, comment vous la voyez? Et qu'est-ce que vous pensez que la République doit devenir? Bien, je crois qu'il n'est un secret pour personne. La République démocratique du Congo va mal. Elle va très mal et son état de santé se dégrade chaque jour. Et cela appelle des inquiétudes pour tout Congolais épris de bon sens. Et c'est le cas pour moi. Donc, je suis très inquiet par rapport à tout ce qui se passe actuellement en République démocratique du Congo. Puisque vous évoquez la situation du Brésil, il vous rappellera que le Brésil a toujours été comparé à la République démocratique du Congo. Il y a plusieurs similarités entre ces deux pays, qui sont des pays qui regorgent des forêts immenses, faune, flore et plusieurs richesses. Ce serait un crime, je dirais même un péché, de laisser la population congolaise mourir de faim, alors que le bon Dieu a tout donné à la République démocratique du Congo. Un grand espace, des forêts immenses, un sol et un sous-sol riches, une population de près de 100 millions d'âmes, des intelligences diverses et dans tous les domaines. Il n'est donc pas compréhensible que la population congolaise puisse croupir dans la misère. C'est vrai ce que vous dites. Vous êtes aujourd'hui, il vous est demandé aujourd'hui de donner une voie par laquelle la République démocratique du Congo devrait amorcer son développement. Le pays est grand, il y a plusieurs choses à faire. Quel devrait être, de votre point de vue, l'élément déclencheur? Bien, je crois qu'il faut d'abord admettre qu'en République démocratique du Congo, tout est à faire. Tout. Et dans tous les domaines. Maintenant, par quoi il faut commencer? Je pense qu'il faut commencer d'abord par le mental du Congolais. C'est la chose la plus importante. Et lorsqu'on parle du mental, je vois l'éducation. L'éducation qui commence déjà dans la cellule familiale. La famille en tant que cellule de base de toute société. Mieux on va éduquer les Congolais, plus certains nous aurons une République démocratique du Congo de tous nos rêves. Maintenant, sur le plan pratique, par quoi, s'il m'était demandé de donner un conseil, par quoi nous devrions commencer pour que nous puissions connaître un développement rapide en République démocratique du Congo? Je crois qu'il faut lancer des projets d'infrastructure. Les États-Unis ont expérimenté cela avec ce qu'ils ont appelé les New Deal. Imaginez sur 2 345 410 km² que vous puissiez lancer des projets d'infrastructure tous azimuts, pratiquement dans toutes les provinces. Et je pense que nous serons même appelés à importer de la main-d'œuvre. Les 100 millions de Congolais, en tout cas sur les 100 millions de Congolais, ceux qui sont en mesure de travailler ne seront pas suffisants pour pouvoir être engagés dans des projets d'infrastructure qui pourraient être lancés. Donc, de mon point de vue, je pense que si nous lançons des projets d'infrastructure sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et dans tous les domaines, je vois les infrastructures ferroviaires, les infrastructures routières, les infrastructures sociales de base, telles les écoles, les hôpitaux et consorts, je pense que la République démocratique du Congo va décoller. Et ceci pourrait être un élément favorisant le retour rapide de la paix, parce que je ne vois pas comment quelqu'un peut prendre le risque d'aller se faire coupeur de route quelque part dans un village
au lieu de travailler, par exemple, comme cantonnier sur une route en réhabilitation quelque part. Ceci va stopper l'exode rural. L'exode rural qui s'est fait de manière incontrôlée aujourd'hui en République démocratique du Congo. Et cet exode rural est la source de l'insécurité dans les centres urbains. Donc finalement, les projets d'infrastructure dans tous les domaines peuvent nous amener à un développement intégral et inclusif. Les projets de développement, généralement, tous les projets de développement ou les projets d'infrastructure sont des projets qui nécessitent d'énormes moyens. Beaucoup de capitaux sont nécessaires pour déclencher la construction des grands ouvrages. Comment pensez-vous que serait possible de mobiliser d'aussi importants fonds dans un pays où l'économie n'est pas aussi florissante qu'il le fallait? Oui, mais cher ami, pourquoi l'économie n'est pas florissante? Pourquoi on peine à mobiliser les ressources nécessaires pour mener à bien tous ces projets d'infrastructure? C'est à cause de la mauvaise gouvernance. Résolvons ce problème de la gouvernance et nous aurons les moyens de notre politique. Ayons une vision et nous trouverons les moyens. Je n'ai jamais pensé que un pays comme la République démocratique du Congo peut manquer des moyens. Avec tout ce qu'elle regorge comme potentiel, je n'ai jamais imaginé qu'il soit possible de pouvoir poser les problèmes des moyens en République démocratique du Congo. On peut commencer avec un budget peut-être acceptable. Dans tous les forats, en tout cas, j'ai toujours soutenu que le budget de la République démocratique du Congo est tout simplement honteux. C'est des budgets de certains clubs, des clubs de football ou de certaines universités aux États-Unis. Et nous ne devons même pas nous vanter de dire nous avons amélioré notre budget, nous sommes passés de 5 milliards à 8 milliards, à 10 milliards. Ça reste des budgets modiques. Un pays comme la République démocratique du Congo, on doit commencer avec minimum un budget de 25 milliards de dollars. Ça, c'est sans compter les réformes qui doivent être menées. Mais si nous mettons de la rigueur, de la discipline dans la gestion, nous appliquons une gestion orthodoxe de notre pays, je pense que la République démocratique du Congo est appelée à être l'un des géants, si pas le plus grand géant du continent. Vous avez été dans le fin fond de la République, vous avez vu ce qui s'y passe et vous pensez que atteindre 25 milliards de dollars pour un début en termes de budget serait une chose aisée. Quand vous prenez en compte le fait que ceux qui ont la responsabilité de mobiliser les fonds pour la République ne partagent pas forcément l'idée d'un Congo fort. Oui, et je pense que, cher ami, c'est justement là le problème. Je dirais même que c'est ça la problématique. Et c'est pourquoi j'ai commencé par vous dire qu'il faut résoudre le problème de fond. Et le problème de fond, c'est le problème des gouvernances. Commençons par placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et nous allons avoir des résultats. Ce qui se passe dans notre pays, la fraude, la corruption, tous azimuts, qui gangrène notre administration, c'est connu de tous. Les solutions sont donc envisageables et connues. Il faut donc qu'il y ait une décision de pouvoir mettre fin à ce système de corruption généralisé et nous allons avoir les moyens de notre politique. Lorsque nous avons déjà les moyens, et on n'est pas obligé d'avoir tous les moyens au même moment, commençons déjà par ce que nous avons, ainsi les investisseurs vont venir. Je connais certains pays d'Afrique, je ne vais pas les citer directement, mais je connais certains pays d'Afrique, un particulièrement, qui développent des projets d'infrastructure. Et ils se sont focalisés notamment sur les infrastructures ferroviaires, parce qu'on sait que les chemins de fer, c'est l'un des moyens les moins coûteux pour transporter la marchandise. Et même les passagers. Mais ils n'ont pas attendu des investisseurs qui viendraient de la Chine, des États-Unis, de la France ou d'ailleurs. Ils ont commencé avec le fonds propre de leur gouvernement. Et ils ont réalisé plusieurs kilomètres. Lorsque d'autres investisseurs étrangers
ont réalisé que ce pays pouvait, à lui seul, construire des kilomètres, plus de 400 kilomètres de chemins de fer, mais c'est le monde entier qui est à leur portillon pour essayer de contribuer à ce projet d'infrastructure ferroviaire qui doit aller qui doit s'étendre sur plusieurs pays. Donc voilà, nous devons aussi commencer quelque part, oui, cher ami. La République démocratique du Congo a un sérieux problème où c'est apparent qu'il est difficile de trouver des grandes personnalités ou des hommes capables de mener des grands projets. L'histoire a démontré, en tout cas la plus récente, que tous les grands projets qui ont été confiés aux Congolais ont soit sombré, ou soit ne sont pas arrivés à leur terme, ou s'ils sont arrivés à leur terme, c'est de façon apeupliste. Ce n'est pas avec l'efficacité attendue. Vous pensez qu'un tel homme peut s'inscrire dans la dynamique du développement comme évoqué dans certains pays africains? Cher ami, je pense qu'il est d'abord important que nous puissions avoir comme dirigeants des gens qui ont de la vision. Tout commence par la vision. Les moyens viennent après. Voilà pourquoi quand on n'a pas de vision, on met directement à l'avant le problème des moyens. Vous pensez que les Belges, lorsqu'ils ont développé tout ce qu'il y a comme infrastructure en République démocratique du Congo, en fait, il n'en reste que des vestiges. De 1908 en 1960, les Belges ont construit tout ce que nous pouvons citer comme infrastructure en République démocratique du Congo, à part quelques petites infrastructures qui ont été construites ou développées après l'indépendance. Ils ont construit plus de 3500 km de chemin de fer. Ils ont construit plus de 20 ports. Ils ont construit des aéroports, des aérodromes. Mais, cher ami, de 1960 à nos jours, ça fait pratiquement 63 ans, non seulement que nous avons été incapables de maintenir comme il se devait ce que le Belge nous a laissé, mais plus encore, et c'est là que le bas blesse, nous n'avons pas pu créer autre chose. Nous n'avons pas pu créer autre chose, à quelques exceptions près. Bien évidemment, les excuses, ça a toujours été, comme vous venez de l'évoquer, les moyens. Mais où est-ce que les Belges ont trouvé les moyens? Où est-ce que les Américains qui ont fui l'Europe et qui se sont installés dans le Nouveau Monde, aux États-Unis, où est-ce qu'ils ont trouvé les moyens? Dieu ne peut pas quand même vous envoyer sur Terre, vous placer dans un environnement quelconque et ne pas vous donner suffisamment d'intelligence pour pouvoir développer votre environnement. Là, je reviens à votre préoccupation en vous posant une question subsidiaire à la vôtre. A-t-on vraiment la vision des grandeurs pour la République démocratique du Congo? Tout commence par là. Ici, je vais peut-être me référer encore à l'Amérique, les États-Unis particulièrement. Tout Américain a une vision des grandeurs pour son pays. Tout ce qu'il fait doit être grand. Tout ce qu'il fait doit être excellent. Mais qu'est-ce que nous entendons souvent dans nos rues, même dans des débats, parfois de certains intellectuels? Ça a toujours été comme ça. Ça veut dire ça a toujours été comme ça, nous empêche de pouvoir réfléchir en dehors de la boîte. Nous empêche d'imaginer que nous aussi, nous pouvons, si certains ont réussi dans des conditions particulièrement difficiles, et pourquoi pas nous? Et ça, ce n'est pas une question de théorie, et je pense que c'est vraiment une question de pratique. Les moyens, il y en a en République démocratique du Congo. Mais tout ce que nous avons, c'est des poches trouées. Toutes les fois que l'État congolais perçoit de l'argent, mais automatiquement, ça se disperse quelque part. C'est comme si les moyens étaient dilapidés ou que ça s'évaporait. Oui, voilà. Vous parlez d'une république qui est au centre de beaucoup d'intérêts au niveau international. La République démocratique du Congo dispose d'une plus grande forêt en termes d'environnement et il y a possibilité de rentabiliser
la protection de ces forêts, ou de cette forêt si vous voulez bien. Comment pensez-vous, dans un environnement comme celui-ci, où le monde entier est mobilisé pour protéger l'environnement, comptez-vous ou pouvez-vous donner des conseils pour capitaliser ces avantages comparatifs de la République démocratique du Congo? Je vais parler de l'environnement. Nous avons un pétrole à exploiter, mais qui ne peut pas l'être parce qu'il faut protéger l'environnement. Il y a plusieurs infrastructures, vous en avez parlé, qui doivent être construites, mais qui vont certainement se heurter à cette question d'environnement aussi. Vous partez de l'Équateur pour aller en province orientale, il faut une autre. Forcément, vous devez détruire une partie de la forêt. Comment vous allez concilier, ou vous proposer que cela soit concilié? Bien. D'abord, Monsieur Eddy, je pense que depuis plusieurs années, la République démocratique du Congo a fait le choix d'être le bon élève de la protection de l'environnement. C'est un choix. En fait, quand Dieu vous gratifie de certaines richesses, vous devez savoir mettre ça au bénéfice de l'humanité. Et c'est le cas, je pense, pour la forêt équatoriale à laquelle vous faites allusion lorsque vous parlez de cette protection de l'environnement. Mais dites-vous, cher ami, que la protection de l'environnement n'est pas contraire au développement du pays, au développement des infrastructures. Voilà pourquoi partout, lorsqu'on doit développer des infrastructures, on doit mener ce qu'on appelle des études d'impact environnemental. C'est pour réduire ou éviter au maximum des impacts négatifs sur l'environnement toutefois qu'on développe des infrastructures. Et si nous avons donc des études bien menées, nous saurons comment construire ou développer les infrastructures tout en protégeant l'environnement. Mais puisque la République démocratique du Congo a fait le choix de participer à la protection de l'humanité en protégeant l'environnement ou la biodiversité, il faut qu'il y ait des compensations. D'autres pays avant nous se sont développés en détruisant la nature. Aujourd'hui, il nous est donné l'obligation, une obligation morale, de pouvoir protéger l'humanité, protéger la survie de l'humanité. Mais il faut qu'il y ait des compensations. Il faut que ceux qui ont développé des industries, qui ont pollué l'air, qui ont pollué nos mers, qui ont créé suffisamment de problèmes dans la biodiversité, puissent consentir des sacrifices, des compensations financières, de manière à ce que la République démocratique du Congo puisse en bénéficier. Ça, c'est une évidence, et je pense que c'est dans cette démarche-là que la République démocratique du Congo s'inscrit. Et moi, je ne peux pas m'inscrire en faux par rapport à cette démarche, mais seulement, il faut qu'il y ait des propositions concrètes pour que nous puissions non seulement crier chaque jour à cette compensation financière, mais que nous puissions, nous aussi, nous dire cette compensation financière s'inscrit dans quel cadre? Quels sont les projets exacts que nous devons présenter pour que la compensation financière puisse réellement avoir un impact positif sur le vécu du Congolais? C'est une des solutions, mais la République démocratique du Congo, c'est aussi cette faune et cette flore, bien entendu, qui peut, d'une certaine manière, promouvoir le tourisme à une échelle assez développée au niveau des nations, comme d'autres pays qui n'ont pas le potentiel de la RDC ont pu développer leur tourisme. Comment pensez-vous que ce secteur puisse profiter à la République démocratique du Congo quand on a encore des difficultés sur les plans sécuritaires? Oui, en fait, je dirais que c'est finalement un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Vous ne savez pas attirer des touristes lorsque votre territoire est écumé des groupes armés, lorsque votre territoire accuse une absence criante d'infrastructures adéquates. Mais, Monsieur Eddy, la République démocratique du Congo a déjà eu à bénéficier des retombées de l'industrie touristique. Personnellement, lorsque j'étais encore trop jeune, j'étais même, je dirais, enfant, j'ai grandi dans une petite localité à l'époque qui est devenue une ville aujourd'hui, Béni. Et à Béni, nous avons vu
des touristes qui venaient des États-Unis, qui venaient de la France, de la Belgique, n'en parlons pas, de l'Afrique, même de l'époque d'apartheid. Mon feu papa, lui-même, a eu à conduire plusieurs de ses amis qui venaient notamment de l'Afrique du Sud dans des parcs nationaux. Et ces gens-là, ils ramenaient des devises dans notre pays. Parce qu'à l'époque, ils devraient se doter de ce qu'on appelait des travel checks. C'est encore possible que la République démocratique du Congo puisse développer son industrie touristique. Quand je vois tous les pays qui avoisinent la République démocratique du Congo, et toutes celles de la région, je pourrais même citer le Kenya, je n'en connais pas un seul qui ait suffisamment ou qui ait plus des parcs nationaux, des réserves naturelles, une diversité de faune et de flore comme la République démocratique du Congo. Et que donc, si nous parvenons à résoudre le problème de sécurité, si nous parvenons à développer des infrastructures, notamment des infrastructures routières, ferroviaires, des infrastructures de transport et de communication, des infrastructures hôtelières vont venir se greffer à cela, je pense que la République démocratique du Congo peut de nouveau engranger des millions et des millions de dollars dans l'industrie touristique. Parce que l'industrie touristique implique beaucoup de secteurs finalement. L'industrie touristique, savez-vous qu'elle est finalement pourvoyeuse d'emplois. Les guides touristiques, les hôteliers, les transporteurs de passagers, les agences de voyage, les tours opérateurs. Et donc, c'est finalement une économie d'échelle qu'on peut créer avec l'industrie touristique. Et je vais vous donner l'exemple de quelques pays d'Afrique qui ne sont pas loin de nous. Quelles sont les ressources minières dont disposerait le Kenya? À l'heure actuelle, je n'en connais pas. En tout cas, à ma connaissance, je n'en connais pas beaucoup. Peut-être qu'ils en ont, mais peut-être pas beaucoup. Mais leur industrie touristique marche en plein régime. Et c'est pour eux une source de recettes incroyable. Ils ont en fait aussi une économie de services. Ils vendent les services parce qu'en fait, quand vous avez une industrie touristique qui marche bien, c'est beaucoup de services que vous vendez. Et vous avez le port de Mombasa. Ils viennent de construire et développer le port de Lamu, et qui va desservir le nord du Kenya, le Soudan ainsi que l'Éthiopie. C'est ça la vision qu'ils ont. Et puis vous avez des industries manufacturières. La République démocratique du Congo, même à ce jour, se ravitaille en termes de tomates, de jus, de lait, de fer à béton, des clous, des tôles, à partir notamment du Kenya. Ce n'est pas loin de la République démocratique du Congo. Donc, bref, le tourisme, je pense que si nous le développons très sérieusement et de manière très professionnelle, ça peut même nous faire oublier, vous parlez du pétrole, ça peut même nous faire oublier des ressources comme le pétrole. On n'est pas forcément obligé de créer des trous partout dans notre pays. Nous pouvons protéger le sol et le sous-sol de notre pays et développer l'intellect. Nous avons déjà tous ces parcs nationaux, toutes ces réserves naturelles, des cours d'eau incroyables, des paysages à couper le souffle. Je pense qu'il est important que nous puissions réfléchir comment développer une smart économie. Et c'est possible. C'est possible, mais on ne pouvons pas passer sur cette question sans évoquer la question sécuritaire. Il faudrait quand même que vous démontriez ou que vous donniez une idée sur comment vous percevez la résolution du problème de sécurité en République démocratique du Congo, surtout dans la partie Est qui est pourvue d'autant de potentiel touristique, mais avec des voisins quelquefois un peu belliqueux. Bien, Monsieur Eddy, j'aime bien illustrer mes propos par des exemples. On nous parle depuis très longtemps de la guerre comme frein au développement, de la guerre comme, je dirais, la raison principale de tous les maux du pays. J'en conviens, ça c'est une évidence. Mais
comment éviter la guerre? Et je pense qu'au lieu de résoudre les problèmes, il faut les prévenir. Et ici, de tout le monde qui fait les débats sur la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, plusieurs personnes escamotent les raisons profondes de ces conflits qui remontent à plus de 3 décennies aujourd'hui. Voyez-vous, cher ami, la frustration a toujours été la cause principale de tout conflit. Même dans votre maison, quand vous ne savez pas gérer des conflits latents, même entre les enfants, soyez sûr que ça va vous rattraper. Lorsque vous ne savez pas prendre de bonnes décisions au bon moment, soyez sûr que ça va vous rattraper. Le temps, c'est finalement le plus grand allié. Soit il joue en votre faveur, soit il joue en votre défaveur. Donc, toutes les fois qu'il faille prendre des décisions lorsqu'on est dirigeant, il faut toujours savoir que la décision que vous allez prendre va avoir des répercussions soit positives, soit négatives sur votre population et parfois sur vous-même. Alors, comment est-ce que nous pouvons résoudre le problème sécuritaire au niveau de l'Est? Mais il n'y a pas que l'Est. Il n'y a pas que l'Est. Ne nous trompons pas. À Kinshasa, les gens peuvent aller prendre leur verre à Bandal. J'ai vu même le président Macron qui s'est fait le plaisir d'aller à Bandal. C'est une bonne chose. Il faut faire très attention avec un peuple qui a faim. Et donc, le meilleur moyen de prévenir ce genre de conflit, c'est la justice. Nous devons avoir une justice distributive. Lorsque, par exemple, dans la partie est de la RDC, plus de 70% des problèmes qui sont déférés devant les cours des tribunaux, plus de 70%, c'est des problèmes de terre. Superposition de certificats d'enregistrement, vente illicite parfois des biens de l'État et tout ce que vous voulez. Les problèmes de terre, les problèmes d'injustice, pas le problème de terre, mais le problème d'injustice. Nous devons lever des options cardinales pour pouvoir restaurer la justice. Et j'ai aimé le concept d'état des droits. Tout le monde en a toujours parlé. Depuis que nous sommes enfants, même quand nous sommes passés à l'école secondaire, à l'université, on nous parlait toujours de l'état des droits. L'état des droits qui est un état dans lequel tout le monde est soumis à la loi. Mais ça n'a jamais été le cas. Nous le savons. Il y a des gens qui sont au-dessus de la loi en République démocratique du Congo. Cela crée des frustrations. Lorsque les règles du jeu dans la société ne sont pas respectées, ça crée des frustrations et cela engendre des conflits. Et lorsque les conflits perdurent, ça crée des guerres. Alors, revenons aux fondamentaux. Bâtissons un état de droit. Ayons des dirigeants compétents qui résolvent le problème de la population. Nous avons parlé ici du développement des infrastructures comme facteur favorisant la paix. Mais avec raison, cher ami, quelqu'un est obligé de fuir de Bunagana pour aller s'installer à Kanyaruchinya, qui n'est pas son milieu naturel. Et là, il développe des habitudes, il y reste peut-être 2 ans, 3 ans, 5 ans. Il a commencé à cultiver dans les champs de quelqu'un d'autre, sans droit. Et après 5 ans, il commence à dire au propriétaire de ce petit lopin de terre que, non, écoutez, moi aussi, je dois vivre. Ça, c'est mon gagne-pain. Je ne peux pas quitter ici. Source de conflit. Mais si à Ikela, à Kalambambouji, à Kasenga, à Dodo, à Kwandruma, je voudrais citer le nom quand même de la ville qui m'a vu naître, enfin la localité qui m'a vu naître, Moussienene.
si tout le monde a le minimum, qui va envier aller dans les grands centres urbains? Personne. Je liste encore par un exemple. Personnellement, j'ai grandi au village, je dirais, parce que Beni, c'était une petite bourgade. Mais à l'époque, à Beni, il y avait tout. Peut-être à part l'énergie, mais il y avait tout. Je peux me souvenir, dans ma tendre enfance, nous avons appris à jouer au tennis pendant que plusieurs personnes qui venaient parfois de Bukavu, qui était une grande ville déjà à l'époque, ne savaient pas jouer au tennis, ne savaient pas rouler à vélo. Et nous, on le savait. Vous voyez? Donc, chacun, dans le milieu où il se trouve, doit se sentir à l'aise parce que l'État les sécurise. Nous parlons des investissements, l'attrait des investisseurs. Mais quel est cet investisseur sérieux qui peut aller poser ses valises dans un pays où on ne respecte pas les lois, où les lois s'appliquent à la tête du client? Quel est cet investisseur sérieux? Voilà pourquoi, en République démocratique du Congo, depuis maintenant plusieurs décennies, les seuls investisseurs qui sont présents, ce sont ceux-là qui sont dans l'industrie d'extraction. Ils extraient les minéraux, ils peuvent extraire le pétrole, ils partent vendre et ils ont directement le bénéfice. Mais combien d'investisseurs viennent dans le cadre, par exemple, dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de l'élevage? D'autres qui viennent, c'est dans le secteur de la télécommunication. Ils ont ciblé une population smart. Aujourd'hui, tout le monde est porté vers les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et donc, on sait qu'en s'installant en République démocratique du Congo, la majeure partie de la population, elle est jeune, et donc portée vers les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mais on va acheter nos téléphones, les gens vont s'abonner et tout ça. Donc, le risque est zéro. Le risque est pratiquement zéro. Donc, pour revenir à votre question, Monsieur Eddy, comment résoudre les problèmes? Nous devons donc rentrer aux fondamentaux. Bâtissons un état de droit. Bâtissons un état de droit et élaguons toutes les raisons possibles qui peuvent amener les gens à entrer en conflit. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Nous allons nous attarder un moment sur cette République démocratique du Congo qui est dans un grand ensemble qui est l'Afrique. L'Afrique, il y a plusieurs sous-régions. La République démocratique du Congo ne pourra pas passer outre la concurrence des pays qui l'environnent ou qui sont dans sa sous-région. Il faudrait que la République s'intègre. Mais quel est l'avantage de la République démocratique du Congo qui s'intègre dans un environnement où presque tous autour d'elle ont avancé? Oui, c'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'elle est obligée de s'intégrer. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là que la RDC est obligée de faire un grand bond. Vous voyez, si les autres ont eu une marche lente pour arriver à leur développement, entre guillemets, parce qu'en fait, il faut avouer que dans la région, il y a des pays à économie intermédiaire. Donc, la RDC doit faire un grand bond. Et pour faire un grand bond, sincèrement, nous devons faire le choix de la bonne gouvernance. Il n'y a pas de choix. On est obligé de pouvoir se soumettre à la bonne gouvernance. Et ceux qui se sentent incapables doivent laisser la place à ceux qui sont capables. Là, il n'y a pas de choix. En tout cas, si on aime bien la RDC, à un moment, il faut bien se dire, à ces fonctions ici, je pense qu'il vaut mieux quelqu'un d'autre. Moi, je n'en peux plus. Il faut savoir être honnête. C'est aussi ça, l'amour pour sa patrie. Lorsque vous regardez la position géographique de la RDC, encore une fois, comme je le disais, le bon Dieu nous a gratifiés de tout. Et avant, je l'ai toujours défendu comme ça, avant de pouvoir s'intégrer dans toutes les régions d'Afrique, parce qu'en fait, la RDC est écartelée sur plusieurs régions d'Afrique. L'Afrique centrale, l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est, et il y a une toute petite particularité sur l'Afrique des Grands Lacs, qui englobe la RDC et tous ses voisins. Donc, avant que la RDC
puisse mieux s'intégrer dans toutes ces communautés économiques régionales, il faut que la RDC elle-même soit intégrée. Nous avons parlé ici du développement des infrastructures comme une stratégie primordiale pour assurer un développement rapide de la République démocratique du Congo. L'interconnexion donc de la RDC, l'interconnexion des provinces de la RDC va conduire automatiquement à l'intégration aisée de la RDC dans la région. Voyez-vous, la RDC est une sorte de trou noir. La RDC reste quand même une sorte de trou noir en Afrique. Vous pouvez rouler de Cape Town, vous traversez tous les pays, donc vous traversez toute l'Afrique du Sud, vous traversez le Botswana ou le Zimbabwe, selon le choix, vous traversez la Zambie. Si vous voulez aller au nord, vous allez arriver seulement jusque peut-être à Lubumbashi ou à Likasi. Mais s'il vous faut traverser toute la RDC, passer par Puerto, aller jusqu'à Moba, Kalemi, Baraka, Uvira, Bukavu, Walikale, Lubutu, Kisangani, et remonter jusqu'en République centrafricaine et aller jusqu'au nord, la RDC va poser problème. La RDC va poser problème. Donc nous devons d'abord interconnecter les régions ou les provinces de la RDC. Et dès lors que nous aurons interconnecté toutes les provinces de la RDC va bien s'intégrer en Afrique. Parce que nous devons éviter que notre pays soit le déversoir de tous les autres pays. Le Kenya réfléchit sur le développement de l'industrie manufacturière, mais la cible, c'est la RDC pour aller vendre. Le marché, c'est la RDC. La Tanzanie développe ses stratégies économiques, mais le marché, c'est la RDC. Le Rwanda développe sa stratégie économique, le marché, c'est la RDC. Nous devons éviter ça. J'ai toujours dit qu'en matière diplomatique, il n'y a pas d'amitié. Les pays n'ont pas d'amis, les pays n'ont que des intérêts. Si je vois à côté de moi un grand marché de près ou de plus de 100 millions d'habitants, un pays sans énergie, un pays sans infrastructure, un pays avec une gouvernance qui laisse à désirer, ne me demandez pas d'avoir pitié de ce pays-là. Je vais développer ma stratégie sur base de la faiblesse de mon voisin. Ça, c'est clair. Les États ne sont pas des humains. Ce sont les humains qui ont des sentiments. Mais les États n'ont pas des sentiments. Mais pour revenir à notre sujet, comment la RDC, est-ce que c'est important d'abord que la RDC puisse s'intégrer au niveau régional? Oui, c'est important. À l'époque belge déjà, lorsque vous regardez la stratégie d'évacuation des ressources qu'exploitaient les colons belges, tout s'inscrivait déjà dans l'intégration régionale. Regardez par exemple, au port de Dar es Salaam, en République unie de Tanzanie, les Belges avaient construit les bases belges. Ça veut dire une infrastructure qui était venue s'incruster au port de Dar es Salaam et qui devrait accueillir les marchandises de la colonie belge à l'importation comme à l'exportation. Jusque seulement, je crois, en 1995, c'est Ami Congo, comme on appelait, ou Ami qui était une entreprise mixte, qui gérait encore le port de Kigoma. Pourtant, Kigoma est en République unie de Tanzanie. Mais puisque c'était un port important pour l'Est de la République démocratique du Congo. Et donc, l'intégration régionale pour un pays aussi grand comme un continent que la République démocratique du Congo, l'intégration régionale, ce n'est plus une question de choix, mais c'est un impératif. Mais il ne faut pas adhérer dans des communautés économiques et régionales dans une position de faiblesse. Nous devons être une forte économie, une économie compétitive, de manière à pouvoir amortir le choc que pourraient nous imposer les autres partenaires, parce qu'ici, nous sommes en plein dans ce qu'on appelle la théorie des alliés rivaux.
Vous êtes des alliés, mais vous êtes des rivaux. Voilà pourquoi on parle de compétitivité. Donc, il nous faut développer sincèrement la résilience. Et pour développer la résilience, il faut la bonne gouvernance. C'est le socle de tout. Il faut la bonne gouvernance. La RDC, quelles sont les chances de la République démocratique du Congo? Parce que nous ne sommes pas encore compétitifs. Le pays ne dispose pas encore des arguments pouvant rivaliser avec les voisins, que ce soit au niveau africain ou au niveau sous-régional. Qu'est-ce qu'il faut faire à l'interne le plus rapidement possible? Ce sera peut-être la dernière réponse. Qu'est-ce qu'il faudra que la République fasse très rapidement pour essayer de compenser ce déséquilibre? D'abord, nous devons faire le choix de la bonne gouvernance. Qu'est-ce que le pays doit faire? La question, elle est difficile dans la mesure où est-ce que vous posez la question de savoir ce que les dirigeants doivent faire ou ce que la population doit faire? Et les deux, les dirigeants ont une part de responsabilité, mais aussi la population. Mais la population dans une grande mesure, parce que l'intégration concerne très, très souvent les populations et les transferts des marchandises entre les États. C'est plus les populations qui profitent des intégrations, mais bien entendu, sous le leadership des dirigeants. Alors, les dirigeants, ce qu'ils doivent faire, c'est très vite développer des infrastructures, des transports et des communications, et toute autre infrastructure. Les dirigeants doivent mettre des politiques au standard international. Ici, par exemple, je fais allusion aux normes dans le commerce, dans le cadre du commerce. Il faut que nous puissions nous fixer des standards, donc adopter les standards internationaux et pouvoir éduquer nos hommes d'affaires, les informer, les former, pour qu'ils puissent se préparer à l'agressivité d'autres hommes d'affaires de la région. Ça, c'est une évidence, parce qu'en fait, le monde est devenu un très grand village. La liberté de commerce est un principe reconnu dans le monde entier. Aujourd'hui, ça devient difficile de pouvoir faire du protectionnisme. Ce sera difficile de faire du protectionnisme. Donc, le monde étant devenu un grand village, il faut donc que les dirigeants de la RDC puissent non seulement faire des réformes importantes de manière à standardiser notre administration, chasser la corruption, éradiquer alors la corruption sous toutes ses formes. Et après, créer une classe d'hommes d'affaires responsables et aux prises avec les enjeux du commerce international et de l'intégration régionale. S'il y a une toute dernière chose que vous devriez dire que vous n'avez pas dite, ce serait quoi? Bien, je voudrais d'abord vous remercier pour cet entretien et je profite pour dire à tous les compatriotes congolaises et congolais de partout que vous me suivez, ne pensez pas que le développement de la République démocratique du Congo est tout simplement l'histoire des dirigeants. Vous aussi, vous pouvez être dirigeant demain. C'est une question qui doit nous tenir tous à cœur et chacun doit s'impliquer à quelque niveau qu'il soit pour apporter quelque chose à la refondation de la République démocratique du Congo. Pour ma part, j'ai pris l'engagement de m'investir dans toutes les démarches et toutes les dynamiques qui peuvent conduire la République démocratique du Congo à son essor et à tous les niveaux. Donc, je conclus par dire, la refondation de la RDC, c'est encore possible. Merci.